Au Togo, l'opposition maintient la pression. Regroupement de partis a appelé à marcher à Lomé les 30 et 31 août. Ils exigent notamment des réformes politiques. Au Mali, après 2 mois de violents affrontements, la CMA et la plateforme sont parvenus à un accord. À Bamako, les 2 groupes armés de Kidal ont signé un document dans lequel ils s'engagent à respecter une trêve. Enfin, au Maroc, près de 300 personnes ont manifesté ce mercredi à Casablanca. Ils dénoncent la recrudescence des violences faites aux femmes après l'agression sexuelle collective dont a été victime une jeune femme. Nouvelle page de l'information sur Sika. À toutes et à tous, bienvenue et merci de nous préférer pour le point de l'actualité. L'opposition maintient la pression au Togo. Un regroupement de partis a appelé à marcher à Lomé les 30 et 31 août. Dans un communiqué rendu public ce mercredi soir, ils exigent notamment des réformes politiques. Le combat pour l'alternance politique CAP 2015, un regroupement de 5 partis, le Parti national panafricain PNP et un autre regroupement de 6 partis exigent également la libération des personnes arrêtées le 19 août lors des manifestations du PNP réprimées dans plusieurs villes du pays. Et ces partis politiques demandent aussi l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités et traduire en justice les auteurs et les commanditaires des violences enregistrées lors des manifestations de samedi. Ces manifestations ont fait 2 morts à Sokodé, à 300 km au nord de Lomé. Au total, 66 personnes ont été placées sous mandat de dépôt, a indiqué ce mercredi lors d'une conférence de presse le ministre de la Justice, Pius Agbetomé. La coordination des mouvements de l'Azawad, CMA et la plateforme sont parvenus à un accord. Ce mercredi, à Bamako, les 2 groupes armés de Kidal ont signé un document dans lequel ils s'engagent à respecter une trêve après les violents affrontements qui les opposent depuis 2 mois dans le nord du pays. Halima Bentouré, depuis Bamako pour Sika TV. C'est un document dans lequel la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA et la plateforme s'engagent à respecter une trêve en date de la signature du présent accord pendant la durée des concertations n'excédant pas 15 jours, renouvelables d'accords partis en vue de parvenir à un accord de cessation d'hostilité globale et définitif. Un document qui met fin aux hostilités après 2 mois d'affrontements entre les frères ennemis de Kidal qui démontre selon Mohamed Anadif, chef de la MINUSMA, la volonté des 2 groupes armés signataires de l'accord à aller vers la paix. Ça finira par ouvrir de grandes portes pour une mise intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation, pour que cette paix, tant attendue par nous tous les amis et les frères du Mali, mais attendue aussi par les populations maliennes et particulièrement celles du Nord, puisse être une réalité. Les 2 groupes armés prennent aussi l'engagement dans le document issu de leur réunion du 20 août à Anefis de s'inscrire résolument dans la mise en œuvre de l'accord. Un acte majeur qui va faire moins de victimes, à en croire Maître Aruna Touré qui a paraphé le document pour la plateforme. 15 jours, ça fera moins de morts, moins de veuves, moins d'orphelins, moins de blessés. Et c'est aussi un bénéfice. Une trêve qui doit aboutir à une paix définitive et globale entre les groupes signataires de l'accord et qui va permettre de booster davantage la mise en œuvre, affirme Ibrahim Ould Sidati qui a paraphé le document pour la CMA. Tout est en train de changer aujourd'hui. Le gouverneur, il est à Kidal. Bientôt, le MOC aussi sera à Kidal. Et moi, je pense que les choses vont avancer. La mise en œuvre de l'accord va avancer très rapidement durant ces derniers jours. Les affrontements entre la coordination des mouvements de l'Azawad CMA et la plateforme ces 2 derniers mois ont été à l'origine de la dégradation de la situation sécuritaire dans les régions du nord du Mali et ont fait de nombreuses victimes des 2 côtés. Au moins 8 personnes sont mortes et de nombreux autres ont été blessés ce mardi en Guinée. C'était dans un éboulement d'une décharge dans la banlieue de la capitale, Conakry. Les images. 5 corps, dont 2 enfants, ont été sortis des décombres. 3 autres en ont ensuite été extraits. Des dizaines de blessés ont été évacués pour subir des soins après cet éboulement survenu à la suite de fortes pluies depuis une semaine à Conakry.
D'après le directeur de la sûreté urbaine de Conakry, la décharge est tombée sur 3 maisons. 8 personnes y ont trouvé la mort et ce bilan est provisoire. Les forces de l'ordre étaient déployées en nombre dans la zone de la catastrophe où les secouristes s'activaient pour rechercher des rescapés. Quand on sort de la terre, dessous la terre, des femmes, des bébés, que l'on sort sous la terre, sous les décombres, c'est absolument triste. Il est souhaitable que l'on anticipe et aujourd'hui certains sont morts, mais il est souhaitable que l'on prenne des dispositions pour que les cas là soient répétés. C'était prévisible. C'était prévisible. On ne peut pas prendre des dispositions sans qu'on finisse de sortir déjà des décombres. Je suis trop choqué encore. L'État est là, l'État ne fait rien. Depuis fort longtemps, l'État devrait jouer son rôle. Mais regardez aujourd'hui ce qui s'est passé. Cet éboulement survient après les glissements de terrain et les coulées de boue qui ont fait 499 morts à Freetown et détruit des quartiers de la capitale sierra-léonaise dans la nuit du 13 au 14 août. Recrudescence des violences faites aux femmes au Maroc. Près de 300 personnes ont manifesté ce mercredi à Casablanca pour dénoncer ce phénomène et notamment l'agression sexuelle collective dont a été victime une jeune femme. Une affaire qui a profondément choqué l'opinion publique. Images et sons. La foule manifestante s'est réunie sur une place centrale de la ville de Casablanca. La colère était vive et l'on pouvait entendre scander « L'habit ne fait pas le viol, nous n'avons pas peur, libérez l'espace public ». En effet, tout est parti d'une vidéo diffusée dimanche sur les réseaux sociaux. On y voit un groupe d'adolescents hilars bousculer violemment une jeune femme en pleurs dans un bus en plein jour. Les agresseurs ont essayé de la déshabiller et ont touché ses parties intimes. Les 6 jeunes, tous mineurs, ont été arrêtés. Personne ne peut rester indifférent à ce drame qui s'est passé dans ce bus et ça nous concerne tous. Et voilà, il se trouve que ce drame a été filmé, donc on a entendu parler, mais je n'ose même pas imaginer le nombre de drames similaires qui se passent peut-être tous les jours dans les bus ou ailleurs dans les lieux publics. Je me sens concernée parce que j'aurais pu être cette fille, parce que je suis cette fille, quand je marche dans la rue, encore, je suis une maman, je suis une artiste qui est respectée, mais je suis aussi sujette à ce genre d'agression, ne serait-ce que verbale. C'est relatif, mais ça touche quand même, et des fois ça peut avoir des répercussions assez dramatiques sur la psychologie des personnes. Il y a un grand danger aujourd'hui, c'est de la banalisation de ces crimes, de viols contre les femmes dans l'espace public. À Rabat, un sit-in similaire a réuni près de 200 personnes. Depuis la diffusion de la vidéo, de nombreux médias locaux tirent la sonnette d'alarme sur le harcèlement des femmes dans la rue, avec en toile de fond une crise des valeurs dans une société tiraillée entre modernité et conservatisme. Selon les chiffres officiels, près de 2 Marocaines sur 3 sont victimes de violences. Et les lieux publics sont les endroits où la violence physique à leur égard est la plus manifeste. L'Égypte a critiqué ce mercredi la décision des États-Unis de réduire une aide financière et de geler une assistance militaire. Le gouvernement égyptien n'a pas fourni de détails sur l'ampleur de l'aide réduite, mais selon des médias américains, Washington a gelé mardi une aide de 96 millions de dollars à l'Égypte et retardé l'octroi de 195 millions d'aides militaires en raison de préoccupations liées au dossier des droits de l'homme. Reportage. La décision des États-Unis de réduire une aide financière et de geler une assistance militaire à l'Égypte a été critiquée mercredi par le Caire. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a regretté la décision de Washington de geler ses fonds, la qualifiant d'erreur de jugement. Le gouvernement égyptien ne fournit pas de détails sur l'ampleur de l'aide réduite, mais selon des médias américains, Washington a gelé mardi une aide de 96 millions de dollars à l'Égypte et retardé l'octroi de 195 millions de dollars d'aide militaire en raison de préoccupations liées au dossier des droits de l'homme. Cette décision intervient au moment où les deux pays tentent de normaliser leurs relations diplomatiques après plusieurs années de querelles, notamment sous l'administration Obama.
Une rencontre entre une délégation américaine qui séjourne actuellement au Caire pour des discussions concernant le processus de paix au Proche-Orient et le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri a pu finalement se tenir mercredi après avoir été retiré sans explication de l'agenda du ministre. La délégation menée par Jared Kushner, gendre et proche conseiller du président américain Donald Trump, a également rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. En Angola, ils étaient plus de 9 millions d'électeurs convoqués aux urnes hier à l'occasion d'un scrutin qui devait permettre au pays de tourner la page de la présidence de José Eduardo dos Santos. Les dépouillements ont débuté dans la soirée de ce mercredi. Les premiers résultats du scrutin sont attendus d'ici vendredi. Reportage. Les Angolais ont voté mercredi pour choisir un successeur au président José Eduardo dos Santos. Les bureaux de vote ont lentement commencé à fermer après 17h GMT, au terme d'une journée de scrutin où ils n'ont pas fait le plein des 9,3 millions d'électeurs inscrits. C'est avec beaucoup de fierté. C'est la 4e fois que je le fais. J'espère au final que ça va contribuer au développement de notre pays. C'est vraiment un plaisir, un jour de fête. Eduardo dos Santos, le président sortant qui a décidé de prendre sa retraite, a déposé son bulletin dans l'urne en début de matinée dans une école du centre de la capitale. Son très probable successeur João Lourenço, qui s'est dit serein, l'a imité une heure plus tard dans un autre bureau de vote de Luanda. Le candidat de l'opposition angolaise Abel Chivukuvuku s'est livré à la presse après avoir accompli son vote. Ça n'a pas de sens. 42 ans après l'indépendance, les Angolais souffrent encore de telle manière que ça n'a pas de sens. Surtout quand nous avons un pays potentiellement riche. Si on regarde bien les choses, le CASA-CE est la force politique la plus moderne, la plus évoluée, la plus élevée que toutes les forces politiques devraient copier, puisque nous avons apporté une dimension d'allégresse au cours de tout ce processus, mais aussi de responsabilité et ce que nous comptons faire pour tous à l'avenir. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Le dépouillement a immédiatement débuté et devrait livrer ses premiers résultats d'ici vendredi. L'ex-procureur général du Venezuela, Luisa Ortega, a dénoncé la mort du droit dans son pays. Des propos tenus lors d'une réunion du Mercosur ce mercredi à Brasilia. Elle a dit détenir beaucoup de preuves de la corruption du président vénézuélien Nicolás Maduro. Ce dernier a d'ailleurs émis un mandat d'arrêt international contre Luisa Ortega. Les images. Arrivée tard mardi en provenance de Colombie, première étape de sa fuite du Venezuela, Luisa Ortega, dont Nicolás Maduro réclame l'arrestation, s'est également dite menacée de mort. L'opposante a profité de la tribune d'une réunion des procureurs des pays du Mercosur, le marché commun sud-américain, dans la capitale brésilienne, pour fustiger le pouvoir. Han venido en el afán. Ils ont tenté de cacher tant de faits de corruption dans lesquels j'ai de nombreuses preuves et concrètement dans le cas d'Odebrecht qui compromet de nombreux hauts fonctionnaires vénézuéliens, à commencer par le président de la République, les membres de l'Assemblée constituante, Diosdado Cabello, proche du pouvoir, Jorge Rodriguez et d'autres. L'ex-procureur, relevé de ses fonctions par le pouvoir, a fui vendredi le Venezuela où elle se considère victime d'une persécution politique et désormais menacée physiquement. J'ai reçu des menaces sur ma vie et je tiendrai le gouvernement vénézuélien responsable si quelque chose devait arriver, a-t-elle affirmé. Le procureur général du Brésil a indiqué avoir personnellement invité à la réunion de Brasilia Luisa Ortega qui a reçu le soutien inconditionnel de ses pairs. Nous, les procureurs généraux du Mercosur, émettons une première manifestation de notre soutien à notre collègue vénézuélienne et de notre mécontentement avec une possible destitution illégitime de la procureure générale de ce pays. Nous sommes témoins d'un viol constitutionnel du ministère public vénézuélien.
Le président socialiste Nicolas Maduro a annoncé ce mardi que Caracas allait officiellement réclamer l'arrestation de Luisa Ortega, devenue une de ses principales opposantes. Luisa Ortega n'a pas cessé de dénoncer la radicalisation du gouvernement vénézuélien ces derniers mois. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.